Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour. Vous êtes un député de La République En Marche, vous représentez les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, les Français de l'étranger, en tout cas cette partie-là, et vous êtes au sein de La République En Marche en charge des affaires européennes. Oui. Vous avez été porte-parole de ce parti pendant la campagne, oui. Une campagne moyenne quand même. Non, une bonne campagne de Nathalie Loiseau. Qui est allée partout sur le terrain, cette déclaration qui est allée partout sur le terrain, qui est allée partout sur le terrain, là où beaucoup d'autres listes n'ont pas fait campagne, là où beaucoup de têtes de liste se sont cachées. Moi, j'ai en souvenir des débats à UFC Que Choisir, à la FNSEA, devant la CFDT, où Nathalie Loiseau était souvent la seule tête de liste. Par ailleurs, une liste qui a fait campagne avec l'ensemble de ses colistiers, là où les autres listes ont souvent camouflé, pour ne pas dire planqué, certains de leurs candidats. Et je pense évidemment à la liste LR, mais aussi à la liste du Rassemblement National, où Jordan Bardella a fait sa campagne, mais où le reste de la liste était complètement absente. Bon, il faut dire que Nathalie Loiseau n'a pas, de manière générale, été accueillie comme une locomotive absolument extraordinaire, et que Emmanuel Macron, tout le monde l'a constaté, a été obligé de venir en soutien et même de faire la campagne. Ce duel qu'il a installé avec Marine Le Pen n'a pas été victorieux pour lui, c'est un échec? Non, une élection intermédiaire, c'est toujours, pour la majorité présidentielle, un moment politique délicat. Et moi, je trouve que ce moment politique délicat a été mené de la meilleure des manières. Beaucoup attendaient cette élection pour nous dire qu'en fin de compte, le macronisme était une parenthèse. Beaucoup espéraient que nous effondrions. Or, on voit que le socle qui est le nôtre se maintient. L'on voit qu'on a réussi à faire le rassemblement en France avec une liste de rassemblement, avec nos alliés du MoDem, avec Agir, avec les radicaux. On a réussi à faire l'élargissement en Europe avec un nouveau groupe central, pivot, charnière, sans lequel aucune des majorités ne pourra se faire. Et donc moi, je considère que ce résultat électoral, même s'il y a une déception de ne pas être devant, est une bonne chose. Et là où, après 6 mois de crise sociale intense, après 2 ans de mandat, là où beaucoup s'étaient effondrés, nous nous maintenons et nous nous renforçons. Les sondeurs, après avoir regardé un petit peu les votes, non pas les intentions, mais la réalité en sortie des urnes, disent que beaucoup des électeurs qui se sont portés sur Jordan Bardella, sur le Rassemblement National, l'ont fait pour sanctionner Emmanuel Macron, même s'il ne partage pas les valeurs et le programme du Rassemblement National. Est-ce que, encore une fois, cet aspect plébiscitaire qui a été installé par Emmanuel Macron n'a pas été une erreur? Et moi, je ne crois pas que ce soit Emmanuel Macron qui a installé ce plébiscite. C'est qui? Moi, je crois que ce sont les oppositions. Je vais vous rappeler une chose, Nicolas Bétou. Si vous vous rappelez, il y a 1 an et demi de ça, la France Insoumise, le Rassemblement National et d'ailleurs d'autres formations politiques dans notre pays, même les LR au fond le disaient, appelaient à faire de cette élection un référendum contre l'action du président de la République, contre l'action du Premier ministre, en somme contre l'action de la majorité. Ouais. Et c'est pas nous qui à ce moment-là avons imposé ce clivage-là. Nous avons fait campagne sur l'Europe, résolument sur l'Europe. Et à un moment donné, effectivement, le président de la République s'est engagé parce que le président de la République, il a à cœur les intérêts du pays. Et à ses yeux, les intérêts du pays, c'est que la France soit dans une Europe renforcée, renouvelée, qui puisse peser sur les cours des choses, qui puisse être une force, une puissance politique à un moment important de notre histoire. Et donc, moi, je considère que cet engagement du président de la République, il a été décisif, mais que ce n'est pas nous qui avons fait de cette élection un référendum pour ou contre, mais ce sont les oppositions. Édouard Philippe, hier soir, en réagissant assez tôt dans la soirée à ce résultat, a laissé entendre qu'il continuait en tant que Premier ministre, comme si de rien n'était. Oui, parce que le résultat électoral, même si nous ne sommes pas en tête, est presque dans la marge d'erreur. Oui, mais vous n'êtes pas en tête, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour la majorité en place. On a quelques voix, on a le même nombre d'eurodéputés que le Rassemblement National, il faut aussi le dire. Et puis, il y a eu des annonces importantes qui ont été prononcées par le président de la République à la sortie de la crise des Gilets jaunes et du grand débat national qui avait animé le pays. Un cap maintenu, une méthode renouvelée. Et donc maintenant, le temps est venu de mettre en place les annonces qui avaient été formulées et cette nouvelle méthode de travail pour être au plus proche des territoires, du terrain, parce que c'était l'exigence des Français. Vous n'allez pas vous allier ni avec le Rassemblement National, ni avec les Républicains, ni avec le PS, ni avec la France Insoumise, ni avec les Verts. Est-ce qu'on peut diriger la France avec 22% des voix ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres formations politiques hors le Rassemblement National et, comme nous le disions, à quelques voix d'écart qui a un score aussi important. Ce que l'on note, c'est un effondrement des partis politiques qui ont structuré la vie politique nationale pendant très longtemps. Moins de 10% pour ceux qui ont dirigé, comme disait Édouard Philippe. Bien sûr. Et moi, je crois que dans cette élection, il y a eu une forme de prime à la cohérence. Les partis politiques qui ont affirmé une ligne claire,
d'ailleurs pour ou contre le Rassemblement national et la République en marche, sont sortis victorieux de cette élection parce que les autres partis politiques, et je pense en particulier au parti Les Républicains, n'ont pas été capables d'affirmer une ligne politique. Donc oui, on peut gouverner de cette façon-là. On peut gouverner, je répète ma question, oui, et je la formule de la même manière, est-ce qu'on peut gouverner avec 22% ? Oui, parce que c'est le socle qui était le nôtre au premier tour et qui nous avait à peu près, à quelques points près, permis mais la mécanique majoritaire aux élections législatives a fait que vous avez une claire majorité. Et est-ce qu'il faut considérer que cette majorité est à ce point-là dominatrice ? La majorité est importante, c'est le mode de scrutin de notre pays qui veut ça, c'est la Ve République. Vous savez qu'il y a une réforme constitutionnelle qui va arriver dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Ce sera pour les élections suivantes. Oui, bien sûr, mais le mandat du président de la République, il y a 2 ans, il a été pour 5 ans. Le mandat des parlementaires à l'Assemblée nationale a été pour 5 ans. N'en déplaise à Marine Le Pen, qui est dans le coup d'État permanent, à vouloir dissoudre, faire partir le président de la République à toutes les occasions. Le mandat qui a été donné aux élus et au président de la République, il est pour 5 ans et nous irons au bout de ce mandat. Quelle latitude aura votre parti politique à Bruxelles? L'alliance entre le PPE, la droite et les sociodémocrates n'est plus dominante au Parlement européen, en tout cas tel que ça ressort des élections d'hier soir. Ils vont chercher l'un et l'autre à constituer des alliances. Vous en serez ? Bien sûr, parce que le grand enjeu de cette élection, on parle beaucoup du national, mais le grand enjeu de cette élection, c'était le Parlement européen, la recomposition politique en Europe. Et vous savez que depuis 2 ans, nous avons fait beaucoup pour faire en sorte que cette recomposition puisse advenir. La cogestion du Parlement européen par les sociodémocrates et le Parti populaire européen est terminée. Et désormais, il y aura un nouveau groupe central, pivot, sans lequel aucune majorité ne pourra se faire. Et vous savez qu'au Parlement européen, il faut construire des coalitions pour mettre en œuvre les projets. Il peut y avoir des majorités, il faudra regarder exactement au siège près, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des majorités entre les PPE, les sociodémocrates et les Verts, comme ça a existé très longtemps en Allemagne, par exemple ? Oui, mais non, je crois qu'ils ne font pas, il faudra regarder précisément les chiffres, mais je pense qu'ils ne font pas la majorité. Donc vous serez le groupe pivot ? On sera le groupe pivot qui emportera les votes, qui fera la décision avec une délégation des députés Renaissance qui sera centrale, justement parce que ce groupe sera pivot, et donc ce seront les courroies de transmission d'Emmanuel Macron en Europe, qui lui aussi continue à être central. Parce qu'avec ce groupe au cœur du Parlement européen, eh bien, en Europe, c'est lui qui décidera. Et notamment en Europe, c'est lui qui décidera. Oui, c'est lui qui décidera. Et donc vous avez un candidat pour la Commission européenne ? Eh bien, je crois que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent dans les jours qui viennent à Bruxelles, effectivement. Demain, le travail de tri commence à se faire. Exactement. Quel est votre candidat ? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a des personnalités qui émergent dans le débat politique. Je pense évidemment à Michel Barnier, je pense évidemment à Margrethe Vestager, je pense évidemment à Frans Timmermans, mais il peut y en avoir d'autres. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce prochain président ou présidente de la Commission européenne soit un pro-européen, quelqu'un avec une vision, une envie, qui puisse avancer. Non, vous savez, Manfred Weber, par exemple, au PPE, disons-le clairement, n'est pas un pro-européen. Manfred Weber fait partie de ceux qui a protégé Viktor Orban pendant 5 ans à l'intérieur du PPE. Et au fond, il est responsable. C'est être anti-européen, ça ? Oui, parce que Viktor Orban viole les valeurs fondamentales de l'Union européenne, l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté académique, la liberté de la presse, des ONG, des associations. Et au fond, si aujourd'hui on constate un effondrement du PPE et de la droite, il en porte aussi une responsabilité. Orban qui a magistralement remporté la majorité des voix hier dans son pays. Vous revendiquez donc aujourd'hui la présidence de la Commission européenne, c'est ça ? Nous ne revendiquons rien du tout. Nous disons simplement que nous serons centrales dans la décision et qu'Emmanuel Macron sera central. Là où beaucoup voulaient voir le président de la République comme étant affaibli, isolé, ce que je ne croyais pas, eh bien, c'est tout l'inverse qui se produit. Avec ce groupe-là, la décision ne pourra pas se faire sans lui. Et donc Emmanuel Macron va être celui qui va structurer les débats politiques au sein du Conseil dans les semaines à venir parce qu'il a ce groupe, parce que c'est le seul aujourd'hui à incarner une vision politique pour l'avenir de l'Europe et c'est le seul chef d'État et de gouvernement qui soit en capacité de le faire aujourd'hui en Europe. Et donc, c'est lui, de votre point de vue, qui devra diriger. Merci Pierre-Alexandre. Merci à vous pour votre invitation.